Une situation de vieillesse, marquée d'un mal de vivre, pourrait-elle devenir un motif reconnu légalement pour demander l'aide médicale à mourir? Poser cette question peut sembler exagéré, voire alarmiste. Pourtant, aux Pays-Bas, elle fait déjà l'objet de débats publics et politiques. Des voix s'élèvent pour qu'un nouveau critère puisse être reconnu pour demander l'euthanasie ou l'assistance au suicide, celui de vie accomplie. Il s'agit essentiellement de personnes âgées qui considèrent que leur vie est achevée et qui demandent une aide active à mourir. En Belgique, dernièrement, le débat a également été lancé sur la place publique. La discussion se concentre autour de la notion de fatigue de vivre comme critère d'admissibilité à l'euthanasie. Il s'agit de personnes, souvent d'âge avancé, qui estiment que la valeur qu'elles accordent à leur vie a tellement diminué qu'elles préfèrent mourir plutôt que de continuer à vivre. Perdre le goût de la vie devient pour elles un motif de vouloir être aidées médicalement à mettre fin à leur jour. Au Canada, et en particulier au Québec, il ne serait pas surprenant qu'une telle extension de l'aide médicale à mourir soit invoquée et discutée dans un avenir plus ou moins proche. Il n'y a qu'à constater l'acceptabilité sociale toujours plus grande que connaît cette pratique et son inscription très forte sur le principe de l'autodétermination. On peut se demander si le critère du diagnostic d'une condition médicale grave et incurable, qui limite pour le moment l'accès à l'aide médicale à mourir, sera indéfiniment maintenu. Les multiples fragilités et altérations qui accompagnent le grand âge ne seront-elles pas un jour considérées comme une condition suffisante pour demander l'aide médicale à mourir, alors que certaines de ces personnes ressentent une profonde souffrance de vivre? Je vous propose d'aborder cette question en 4 points. Le premier consiste à explorer ces nouveaux critères de vie accomplie et de fatigue de vivre et à comprendre ce qu'ils signifient en lien avec l'aide médicale à mourir. Le deuxième, se demander si ce phénomène est une question de choix individuel ou bien le reflet d'un malaise social plus profond. Le troisième, s'interroger sur la manière dont on peut prévenir socialement la fatigue de vivre chez les personnes âgées. Enfin, le quatrième et dernier point, évoquer quelques pistes pour accompagner une personne qui manifeste une volonté de mourir en invoquant une fatigue de vivre. Commençons par explorer ce que signifient ces notions de vie accomplie et de fatigue de vivre comme critères éventuels d'accès à l'aide médicale à mourir. L'idée de vie accomplie, apparue il y a une dizaine d'années aux Pays-Bas, semble susciter un certain attrait au sein de la population néerlandaise. Dans ce pays, une tolérance sociale toujours plus grande envers l'euthanasie s'est développée au fil du temps. Le droit, aux Pays-Bas, est en phase avec une société très marquée par l'autonomie et l'autodétermination. En 2001, le pays est parmi les premiers à se doter d'une loi dépénalisant l'euthanasie et le suicide médicalement assisté. Les critères d'accès sont assez larges et leur application repose grandement sur les évaluations cliniques des médecins qui acceptent de pratiquer l'euthanasie. Les commissions de contrôle régionales revoient tous les cas d'euthanasie
et vérifie la conformité entre la loi et l'interprétation qu'en font les médecins dans la pratique. Un critère dans la loi limite cependant l'accès. L'euthanasie ou le suicide assisté ne sont dépénalisés que si les souffrances conduisant à la volonté de mourir ont une cause classifiée médicalement. C'est le cas pour un cancer, une maladie pulmonaire, un handicap sévère ou encore une maladie mentale diagnostiquée. Mais de plus en plus de voix se font entendre pour permettre à des personnes qui n'ont pas de diagnostic de maladie en lien avec la souffrance qu'elles éprouvent, de pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir. La notion de vie accomplie a ainsi fait son apparition au cœur des débats politiques et publics sur la fin de vie. Cette notion, utilisée comme motif pour demander l'euthanasie, est invoquée notamment par des personnes âgées qui ne souffrent pas d'une pathologie médicale grave sur le plan physique ou mental. Elles sont encore relativement en bonne santé, si ce n'est une accumulation de fragilité propre à leur âge avancé. Bien que leur souffrance ne soit pas causée directement par une maladie physique ou psychique, ces personnes considèrent avoir achevé leur vie et demandent à mourir. Elles décident qu'il est préférable de mourir que de continuer à vivre, ayant le sentiment d'avoir accompli leur vie et désirant désormais en maîtriser la sortie. Mais que peut bien signifier cette notion de vie accomplie? Quelle expérience se profile derrière ce qui semble être un jugement posé en toute lucidité et avec une volonté ferme de préférer la mort à la poursuite de la vie, et ce, dans une perspective apparente d'accomplissement? Quel sens peut avoir le terme « accomplir » employé ici pour qualifier une vie à laquelle on souhaite mettre un terme? Une commission consultative chargée d'examiner de manière approfondie cette question énumère dans son rapport publié il y a 6 ans aux Pays-Bas 4 situations qualifiées de vie accomplie. Une première catégorie correspond aux situations où il est question d'une souffrance présentant un fondement principalement médical. Ces situations entrent déjà dans le champ d'application de la loi néerlandaise. Par exemple, une maladie neurodégénérative, un état de polytraumatisme, un trouble mental diagnostiqué. Une deuxième catégorie correspond au cas limite de la loi. Il n'y a pas clairement une maladie grave diagnostiquée, mais un état de santé sensiblement dégradé par une combinaison de pathologies physiques et psychiques. Cette catégorie recouvre une majorité de situations de personnes qui considèrent que leur vie est accomplie. Ces personnes pourraient voir leur demande acceptée dépendamment de l'évaluation du médecin et de l'interprétation qu'il donnera aux critères plutôt généraux de la loi. Selon l'opinion qui prévaut aux Pays-Bas, notamment dans les associations de médecins qui acceptent de pratiquer l'euthanasie, une accumulation de symptômes liés à la vieillesse peut être la cause d'une souffrance sans issue et insupportable au sens de la loi. Cela inclut des pertes fonctionnelles qui entraînent une dégradation de l'état de santé. La loi n'exige pas qu'il soit question d'une affection médicale grave et potentiellement mortelle. Il y a donc déjà une certaine latitude pour les médecins de considérer qu'une personne âgée qui souffre d'une combinaison de maladies chroniques et de déficits divers pourrait légalement demander et obtenir l'euthanasie en autant que sa souffrance est dans une large mesure un fondement médical. Certaines demandes d'euthanasie de personnes dans cette situation sont acceptées, mais continuent à soulever une certaine controverse. Une troisième catégorie correspond aux situations où les souffrances n'ont aucun fondement médical, mais simplement une volonté de mourir pour motif de vie accomplie. Cette question fait l'objet de débats.
mais aucun médecin, pour le moment, n'accepte de pratiquer l'euthanasie, car la loi ne le permet pas. Des projets de loi visant à permettre cet élargissement ont pourtant été déjà déposés, mais n'ont pas encore été votés et sanctionnés. Enfin, une quatrième catégorie regroupe les situations de vie accomplie où il n'y a pas de souffrance. L'invocation d'un motif de vie accomplie et d'un vouloir mourir, en l'absence soi-disant de toute souffrance, semble cependant davantage relever d'un cas d'école. On pourrait y déceler une analogie avec les actes de suicide stoïques et pleinement lucides en apparence. Mais n'y aurait-il pas là aussi un mal-être existentiel qui ne se dit pas et qui prend la forme paradoxale d'une volonté de maîtrise complète sur sa vie et sur le moment et la manière de mourir? Toutes ces situations où est invoqué le motif de vie accomplie pour demander une aide active à mourir semblent ainsi moins relever d'une question d'accomplissement, dans le sens positif du terme, que d'une souffrance profonde qui se traduit par un désir d'en finir. L'expression « vie accomplie » est pourtant ambiguë. Elle revêt en apparence une connotation positive et semble correspondre à une décision empreinte d'assurance et de sérénité, décision de quitter une vie qui aurait été richement remplie. Mais en réalité, elle est un euphémisme. Derrière cette expression se cache une réalité tout autre, une réalité sombre et parfois tragique que vit la personne âgée qui manifeste ce désir de mourir. Les personnes qui considèrent leur vie comme accomplie ressentent dans leur quotidien une souffrance de vivre devenue avec le temps intolérable. Cette expression manifeste aussi une ambivalence autour du désir de mourir. Ces personnes considèrent leur vie achevée et veulent mourir car elles souffrent, alors que bien souvent, au même moment, elles tentent de repousser les impacts du vieillissement en programmant différents soins, un remplacement de hanche par exemple. La réalité que vit la personne qui considère sa vie accomplie, lorsqu'on la regarde de plus près, se rapproche davantage d'une souffrance qui accompagne un sentiment de fatigue de vivre. Cette notion, en lien avec l'euthanasie, a fait surface au cours des dernières années chez le voisin des Pays-Bas, la Belgique. Ce pays est également l'un des premiers à s'être doté d'une loi dépénalisant l'euthanasie en 2002. Comme c'est le cas pour son voisin du Nord, il n'est pas nécessaire d'être en fin de vie pour être admissible à l'euthanasie. La souffrance liée à une pathologie grave et incurable est le critère déterminant qui sera évalué conjointement par le patient et un médecin. Mais depuis quelques années, une nouvelle condition est apparue dans le débat public et politique, pouvant ouvrir sur une demande d'euthanasie, la fatigue de vivre. Des experts belges en gériatrie et en soins palliatifs ont donné une définition claire de la fatigue de vivre. Elle est décrite comme la souffrance psychique d'une personne qui, en raison d'une combinaison de facteurs médicaux et ou non médicaux, n'a pas ou plus de qualité de vie ou encore une qualité de vie amoindrie. En conséquence, cette personne préfère la mort à la vie. Deux constats découlent de cette définition. Premièrement, la notion de fatigue de vivre traduit toujours une souffrance. Deuxièmement, cette fatigue de vivre découle d'une accumulation de facteurs médicaux et non médicaux ou possiblement uniquement de facteurs non médicaux. Elle inclut donc des personnes qui manifestent une volonté de mourir sur la base d'une souffrance qui ne découle pas directement d'une affection médicale, mais bien du fait qu'elles se sentent usées par les conditions de leur vie et pourraient ainsi avoir le sentiment qu'il y est préférable d'y mettre terme.
C'est en très grande majorité des personnes âgées qui manifestent une fatigue de vivre et souhaitent de pouvoir en finir en demandant éventuellement une aide à mourir. Cela est inquiétant et certains experts en Belgique, comme c'est le cas aux Pays-Bas, expriment la crainte que le vieillissement en lui-même en vienne à être considéré comme un état pathologique et par conséquent comme un motif légitime de demander l'euthanasie. La fatigue de vivre est-elle, en fin de compte, une question individuelle ou une question sociale? Ce sera mon deuxième point. Les notions de vie accomplie ou de fatigue de vivre semblent, de prime abord, avoir une dimension essentiellement individuelle. Elles impliquent le jugement posé par une personne que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Deux aspects très personnels sont présents dans ces situations. La volonté de la personne qui fait ce choix et la souffrance qu'elle ressent en lien avec sa condition de santé ou sa situation de vie présente, ou encore celle qu'elle anticipe pour le futur. Ces deux aspects, volonté et souffrance, suscitent cependant un questionnement. Qu'en est-il d'abord pour ce qui est de l'exercice de sa volonté? Dans les débats sur ce phénomène de fatigue de vivre ou de vie accomplie, on présente la décision d'une personne qui en viendrait à constater que sa vie est accomplie et qu'elle souhaite mourir plutôt que de continuer à vivre comme un choix qu'elle poserait en parfaite lucidité et pleine liberté. En réalité, on constate qu'il n'y a pas véritablement de choix. Pour choisir, il faut qu'il y ait des options. Mais ces personnes n'en ont pas. Leur situation se présente à elles comme sans issue, autre que celle de mourir, parce qu'elles éprouvent une véritable souffrance de vivre qui se traduit dans l'expression fatigue de vivre. Par ailleurs, beaucoup de facteurs émotionnels sont présents dans une décision apparemment rationnelle de mettre fin à leur vie. Cela est important à prendre en considération, non pour disqualifier leur capacité de décision, mais pour être en mesure d'aider la personne à prendre conscience de ses composantes émotionnelles et identifier leurs sources. Une décision appropriée n'est pas exempte d'émotions, bien au contraire. Mais le champ de la conscience et le discernement sont parfois susceptibles d'être submergés et saturés par un excès d'émotions négatives. Le deuxième aspect qui en fait une question à dimension personnelle est la souffrance qui est ressentie. Il s'agit derrière ce phénomène de fatigue de vivre de personnes que leur condition de vie fait souffrir. C'est le cas de personnes très âgées qui ressentent une souffrance liée aux multiples pertes et limitations sur les plans physiques et cognitifs que le grand âge entraîne inexorablement. Le vieillissement est la conséquence, dans la durée et la chronicité, d'une série d'altérations des organes périphériques du corps. Arthrose dans les articulations, rides sur le visage, essoufflement au moindre effort, vision qui diminue, difficulté d'entendre. Le vieillissement résulte également de l'atteinte du système nerveux sur plusieurs plans. Sur le plan cognitif, les oublis, perte de mémoire de ce que l'on fait, ralentissement de la pensée, rétrécissement du champ de la conscience. Sur le plan moteur, lenteur et maladresse dans les gestes, perte d'équilibre pouvant entraîner une chute. Sur le plan végétatif, baisse soudaine de pression artérielle, vertige, troubles des sphincters, incontinence. Et sur le plan émotionnel, dépression en raison de l'ennui, anxiété, émotivité parfois exacerbée, sentiment d'être dépassé par les situations. Mais ce tableau du processus de vieillissement au niveau du corps est encore insuffisant, car pour bien comprendre la fatigue de vivre liée à la vieillesse, il faut regarder au-delà
de ces altérations organiques et psychiques. Les symptômes communs aux personnes âgées concernées par le phénomène de fatigue de vivre dépassent de beaucoup les déficits physiques ou psychiques s'accumulant avec l'âge. Lorsqu'on interroge les personnes qui évoquent une fatigue de vivre, on obtient un portrait beaucoup plus complexe et plus déroutant. La souffrance que ces personnes ressentent découle, selon leurs propres mots, d'un profond sentiment de solitude, d'une fatigue physique, psychique, mais aussi existentielle, du sentiment d'être inutile socialement ou d'être un fardeau pour leur entourage, d'une difficulté ou d'une incapacité à trouver leur place et à être reconnus, d'un sentiment de dépendance et de perte de maîtrise sur leur vie. Le constat ne peut être plus clair. Ces divers symptômes ont une dimension existentielle, mais surtout sociale et relationnelle. Ce ressenti de la personne avancée en âge est non seulement lié à la fragilisation inhérente à sa condition et à la diminution de sa capacité de résilience pour faire face à cette fragilisation, mais également à ce qui sera ou non mis en place autour d'elle pour soutenir son adaptation à sa condition fragilisée. Dans l'éthique du prendre soin, qu'on appelle l'éthique du care, une distinction est établie entre les vulnérabilités inhérentes et les vulnérabilités situationnelles. Le handicap, par exemple, entraîne des vulnérabilités qui lui sont inhérentes. Une personne aveugle doit compenser sa perte de vision par ses autres sens. Si en plus elle est atteinte de surdité, elle sera fortement fragilisée dans l'exercice de son autonomie et deviendra beaucoup plus dépendante des autres. La vieillesse entraîne également pour la personne âgée des vulnérabilités qui sont inhérentes à son état de vieillissement. Ces vulnérabilités sont souvent multiples et progressives. Mais en plus de ces vulnérabilités inhérentes, il existe une autre forme de vulnérabilité qui sont liées à la manière dont le monde autour de ces personnes est organisé. Une personne devient vulnérable dans la situation où certaines ressources ou assistances dont on aurait besoin ne sont pas disponibles dans la mesure nécessaire. La fatigue de vivre est rarement une question uniquement liée à un individu et à ses vulnérabilités propres. Elle met en cause l'environnement immédiat des personnes âgées fragilisées, mais également les structures sociales existantes ou absentes, adaptées ou déficitaires sur le plan du soutien de ces personnes. Et de manière plus générale, cette question est liée aux représentations sociales négatives sur la vieillesse, le handicap et la vulnérabilité. Elle découle grandement de l'absence d'une place reconnue et donnée aux personnes âgées dans l'espace social. Ce phénomène de vie accomplie ou de fatigue de vivre, en lien avec l'euthanasie, apparaît ainsi bel et bien comme le reflet d'un malaise social plus profond. Les situations de ces personnes fragilisées comportent ainsi à la fois une dimension personnelle et une dimension sociale. C'est donc sur ces deux plans que des conditions devront être mises en œuvre pour faire hospitalité à ces personnes. Sur le plan social, c'est le problème de la prévention qui est en jeu, pour qu'il puisse exister une véritable solidarité avec les personnes qui se fragilisent par l'avancée en âge ou par les précarités de la vie. Sur le plan personnel, la question est de savoir comment accompagner une personne qui manifeste une fatigue de vivre au point de vouloir mourir. J'en arrive donc à mon troisième point. Que faudrait-il faire pour prévenir et accompagner socialement la fatigue de vivre chez les personnes âgées? Cette question en appelle immédiatement une autre. Que sommes-nous prêts à faire
en tant que société pour réduire les vulnérabilités situationnelles et pour aider les personnes âgées à vivre mieux les vulnérabilités inhérentes à leur état de vieillissement? Cette question peut être portée sur au moins deux plans. Celui des structures concrètes qui sont mises en place pour accueillir et soutenir les personnes âgées et fragilisées, mais aussi celui du regard que la société porte sur ces personnes et sur la vieillesse en général, ainsi que sur la place qui leur est réellement donnée au sein d'une société qui se prétend inclusive. Du point de vue des structures concrètes de soutien et d'accueil, nous pouvons penser aux soins et aux aides à domicile qui permettraient aux personnes de rester dans leur maison le plus longtemps possible. La crainte de devoir quitter prématurément leur domicile est une source importante de souffrance pour les personnes âgées. Ce moment est souvent un point tournant dans l'appréciation qu'elles ont de la vie. Nous pouvons aussi penser aux structures qui sont mises en place pour héberger et prendre soin des aînés plus fragilisés, atteints souvent de nombreuses pathologies chroniques. Ces milieux combinent hébergement et soins. Faire d'un milieu d'hébergement et de soins chroniques un milieu de vie, comme l'ambitionnent notamment les politiques gouvernementales en santé au Québec ou au Canada, implique un travail sur le temps pour le rendre habitable. Trop souvent, par manque de moyens et de ressources, les personnes âgées qui résident dans ces milieux se retrouvent en proie à l'isolement et à l'ennui. Habiter le temps ne signifie pas seulement l'occuper dans la durée, mais également en accroître la densité, la profondeur, le sens. Ce sont des relations soignantes et humaines de qualité qui peuvent humaniser ce temps et le structurer en temps de vie et non simplement de survie. Le goût de vivre, la saveur qui est donnée à la vie se cultive d'abord de manière relationnelle. Dans ces milieux, nous pouvons souvent constater que les intervenants sont malgré eux précipités de plus en plus dans un temps de l'agir et de moins en moins dans un temps de l'être en relation. C'est pourtant ce temps de l'être en relation qui permet de rejoindre les personnes fragilisées dans leur temporalité propre et de partager avec elles un temps humain, un temps habité de moments d'humanité et qui donne sens à la vie. Dans les milieux d'hébergement, se côtoient et se croisent aussi les temporalités des différents résidents avec leur vécu et leurs histoires propres, mais également celles des familles, rarement sur le même diapason et parfois même totalement absentes. La fragilisation qui survient dans le grand âge rend difficile le partage d'un temps commun. Cela conduit à créer des décalages et des dissonances qui peuvent devenir source de malentendus, de tensions et finalement d'une véritable fatigue de vivre. La pandémie qui a sévi au cours des 3 dernières années, surtout dans les premiers mois, a mis au grand jour les fragilités du système de santé sur le plan de prendre soin des personnes âgées et vulnérables, tout en fragilisant encore davantage se prendre soin. Comme en témoignent les conclusions récentes de l'enquête de la coroner sur la crise dans les CHSLD lors de la première vague de pandémie au Québec, faute de prendre le temps d'assurer une présence et un suivi adéquat auprès des personnes fragilisées, notamment à cause d'une pénurie de personnel ou d'une gestion souvent défaillante et improvisée, c'est le prendre soin qui finit par être douloureusement affecté. Et cela mène à des situations tragiques sur le plan humain. Il ne serait alors pas étonnant d'entendre des voix exprimer une fatigue de vivre ou un sentiment de vie accomplie comme unique échappatoire à la souffrance et à la peur anticipée que peut susciter ces perspectives parfois sombres de la vie en institution pour nos aînés. De manière plus globale, ce sont le regard que nous portons comme société sur la vieillesse
et les solidarités effectives que nous établissons avec les personnes âgées fragilisées qui sont au cœur de la prévention. Prévenir la tentation de médicaliser la souffrance ou la fatigue de vivre et d'apporter une réponse médicale à des situations qui leur deviennent intolérables à vivre. Dans leur avis éthique de 2017, qui aborde la question de la fatigue de vivre, les membres du comité consultatif de bioéthique de Belgique font le constat suivant, et je les cite. Si nous traitons la souffrance qui résulte de problèmes psychosociaux comme des questions médicales, nous courons le risque de passer à côté de la véritable tragédie et de ne pas nous interroger sur la raison pour laquelle ces personnes éprouvent ce genre de souffrance. Ce type de souffrance est souvent le fruit de l'indifférence sociale qui mène à l'isolement et à l'aliénation, lesquels conduisent à leur tour à des sentiments justifiés de solitude, d'abandon et d'inutilité. Ces problèmes sociaux très répandus demandent de toute urgence une réponse sociale, économique et politique, non une réponse médicale, et encore moins une réponse médicale sous la forme d'une euthanasie. Fin de citation. Un constat similaire est posé par l'Académie royale de médecine des Pays-Bas, qui est d'avis que la nécessité de gérer de manière respectueuse et adéquate les situations dans lesquelles une personne âgée ne trouve plus de sens à sa vie et souffre d'être en vie est d'abord une question de société. Ce sont des questions pressantes, urgentes, qui sont donc posées à notre société. Que faisons-nous pour prévenir, accompagner et prendre soin de ces détresses existentielles de nos aînés? Qu'est-ce qui est fait sur le plan social et politique pour consolider les initiatives et les efforts pour lutter contre l'isolement social et la marginalisation que vivent les personnes âgées vulnérables? Comment se fait-il que nos sociétés qui se construisent en mettant de l'avant l'épanouissement et la liberté personnelle semblent incapables ou indifférentes au sort de tant de personnes qui se trouvent marginalisées, isolées et quelquefois laissées à elles-mêmes? Elles sont alors conduites à envisager des choix qui n'ont plus rien de l'expression d'une liberté. En Belgique, au moment de l'adoption de la loi sur l'euthanasie en 2002, le législateur avait clairement exprimé l'intention que cette pratique reste une option de dernier ressort, qu'il s'agisse de souffrance physique ou psychique. 15 ans plus tard, dans leur avis éthique qui aborde la question de la fatigue de vivre en lien avec des demandes d'euthanasie, le comité d'éthique belge fait une mise en garde, et je le cite. Autoriser l'euthanasie en tant que réponse à une souffrance qui n'est pas liée à une affection pathologique ou accidentelle grave pourrait avoir un impact fondamental sur notre regard sur la médecine et sur l'ordre sociétal. Cette tendance est déjà, dans une certaine mesure, visible aujourd'hui. En témoigne le fait que de nombreuses personnes pensent qu'elles ont le droit à l'euthanasie pour l'unique raison qu'elles considèrent leur souffrance comme constante et insupportable. Approuver de telles demandes reviendrait à ouvrir la porte à une forme extrême de médicalisation dans des domaines où elle est absolument injustifiée. Fin de citation. C'est au niveau des causes et des racines sociales de la souffrance ressentie par les personnes très âgées et vulnérables, fatiguées de vivre, qu'il faut pouvoir remédier en tant que société. Il y va du déploiement d'une hospitalité et d'une solidarité effective pour s'assurer que les personnes fragilisées puissent continuer à croire en un accomplissement encore possible de leur vie. J'en arrive à mon quatrième et dernier point. Et nous, que pouvons-nous faire? Comment accompagner une personne exprimant une fatigue de vivre? La question de l'accompagnement sur le plan individuel d'une personne fragilisée est vaste
et elle fera l'objet d'une réflexion plus approfondie dans un prochain cycle de conférences du CEDEV qui portera sur la relation d'aide. Mais je voudrais finir la réflexion de ce soir en évoquant brièvement deux pistes qui me semblent essentielles pour accompagner une personne qui manifesterait une souffrance de fatigue de vivre. Un premier mouvement d'accompagnement est de se rendre présent à cette personne et entendre l'expérience de souffrance qu'elle vit. La souffrance, qu'elle soit physique, psychique ou existentielle, induit une expérience d'étrangeté pour la personne. Souffrir, c'est devenir étranger par rapport à soi, aux autres, à l'environnement. C'est à travers une hospitalité offerte et reçue, où l'on se laisse soi-même être accueilli, que l'on peut permettre à la personne d'exprimer ce qu'elle ressent. Je fais ici appel au très beau témoignage de Nicole Carré, psychanalyste, qui a par 2 fois été atteinte d'une maladie grave, l'ayant fait frôler la mort. Et je la cite. « On ne peut rien dire parce que la souffrance laisse sans voix. Elle peut sidérer, couper les bras et les jambes. Elle dépasse l'imagination, fait voler en éclats l'ancien monde avec tous ses repères. Qu'il est doux, alors, d'avoir auprès de nous quelqu'un qui écoute, qui ne nous vole pas notre souffrance, qui nous reconnaît avec elle. Être reconnu quand dans la souffrance, nous ne savons plus bien qui nous sommes est le plus beau geste que nous pouvons faire les uns pour les autres. » Fin de citation. Le défi n'est donc pas seulement de permettre à la personne de manifester ses sentiments, mais de l'aider à les exprimer. Nicole Carré poursuit son témoignage sur sa propre traversée de la souffrance et sur l'importance de pouvoir la dire. Et je la cite à nouveau. « J'ai découvert qu'en refusant toute expression de moi-même, je me coupe de moi-même. J'ai découvert que si la souffrance n'est pas dite, elle n'a plus de limite, plus rien ne l'arrête. La souffrance, lorsqu'elle est dite, peut être partagée. Partagée, elle devient habitée, humaine. L'autre ne va pas la prendre, il ne peut pas comprendre. L'important n'est pas qu'il comprenne, qu'il en mesure la largeur et la profondeur, mais qu'il en soit le témoin, qu'il tende la main. Tendant la main pour donner ou recevoir, les deux, en un même geste, on cesse d'être seul. J'ai pu dire parce que j'étais écouté, accueilli au profond de moi-même. Accueilli, j'étais suscité. La parole circulait entre nous, elle était nôtre. » Fin de citation. La souffrance du présent est généralement colorée, façonnée et influencée par les souffrances du passé. Et cela signifie que la personne âgée peut souhaiter se remémorer, raconter, revisiter le passé. Une écoute doit être donnée pour que la personne puisse se dire à travers ses récits de vie. La deuxième piste concerne la temporalité de la présence. Accompagner, c'est prendre le temps et le rendre à la personne fatiguée de vivre. L'accompagnement vise, dans la présence, à s'adapter à la temporalité propre de la personne âgée et fragilisée. Quand une personne avance dans le grand âge et se retrouve souvent hébergée dans un milieu de longue durée, un décalage se creuse dans la perception entre son temps vécu, son temps à soi, et le temps de la prise en charge, le temps des autres. Le propre de la vieillesse, surtout si elle s'accompagne d'une fragilisation accrue par la maladie chronique, est d'imposer à la personne une plus grande lenteur, notamment dans sa capacité de percevoir et de comprendre ce qui lui arrive. Lenteur aussi dans l'adaptation et dans l'exécution des activités parfois quotidiennes. Si le temps propre de cette personne n'est pas adéquatement pris en compte à travers une attention,
une écoute et un dialogue attentif au rythme de la personne fragilisée, ce décalage amplifiera son sentiment de perte de contrôle et de vulnérabilité, générant alors de nombreuses peurs, en particulier liées à la dépendance. C'est au cœur de ce temps habité, de cette présence où se scelle une alliance humaine dans la fragilité et la démaîtrise, que peut apparaître une lueur de retour du goût à la vie. Il peut aussi s'y jouer quelque chose d'une certaine légèreté retrouvée, dans un moment d'échange, dans une manifestation de bonne humeur, une plaisanterie partagée, une présence qui invite en quelque sorte à des instants chaleureux et complices, preuve que les altérations de l'âge et de la maladie n'ont pas décimé toutes les qualités personnelles. L'écoute et la présence, dans un temps habité ensemble, peuvent offrir à la personne fatiguée de vivre une possibilité de se réapproprier un certain contrôle sur elle-même, au cœur même de l'impuissance à faire quelque chose. Cela pourrait amorcer doucement, progressivement, un possible relèvement de sa fatigue de vivre et rendre un peu moins pressant, moins envahissant, le désir de vouloir mourir pour en finir au plus vite. La singularité de chaque personne et la particularité de la situation dans laquelle elle évolue, son histoire, ses fragilités et ses résiliences, nous rappellent que notre regard et notre écoute doivent être différenciés et personnalisés pour percevoir ce qui se vit et entendre ce qui se dit par chaque personne. C'est un devoir d'humanité que de ne pas la laisser seule dans l'impasse de sa souffrance et de son désir de vivre, abîmé et parfois éteint. Je conclus. Être fatigué de vivre au point de vouloir mourir plutôt que de continuer à souffrir, cela peut se comprendre. Cette question de la fatigue de vivre comme possible motif pour une aide médicale à mourir est importante. Elle peut sembler pour nous au Canada, au Québec, encore lointaine. Et nous nous disons que nous n'en arriverons pas là. Après tout, au moment de l'introduction de la loi sur l'aide médicale à mourir au Québec en 2014, les responsables politiques clamaient haut et fort qu'elle ne concernait que des cas exceptionnels et des souffrances exceptionnelles, donc en très petit nombre. Force est de constater que c'est de moins en moins le cas. La légalisation de l'aide médicale à mourir au Canada a franchi un pas déterminant, et j'oserais dire alarmant, avec l'abandon il y a 2 ans du critère de fin de vie. Elle devient maintenant accessible à des personnes qui souffrent de maladies, d'affections ou de handicaps graves et incurables dont la mort n'est pas prochaine, mais qui ressentent une souffrance intolérable induite par cette affection, mais aussi une souffrance qui déborde largement la simple cause médicale. Au fil des années, il peut se produire, comme nous le voyons en Belgique et aux Pays-Bas, un certain glissement de la maladie grave bien identifiable vers une condition faite d'accumulation de maux de nature pathologique, voire non pathologique. Une accumulation qui peut être à la source d'une souffrance de vivre intolérable. Le risque est grand de voir surgir des revendications d'une prise en charge médicale de problèmes qui relèveront de moins en moins de symptômes médicaux et de plus en plus de symptômes sociaux et existentiels. Des paroles manifestant une fatigue de vivre ou une souffrance de vivre s'entendent dans nos milieux de soins et d'hébergement, et même parmi des personnes âgées que nous côtoyons dans notre entourage. Ces paroles se disent souvent à demi-mot et ne se traduisent pas nécessairement dans une demande d'aide active à mourir. Elles manifestent cependant une réelle usure de vivre et une profonde souffrance existentielle et sociale. En attendant, ou plutôt en espérant que des solutions créatives et solidaires
se mettent en place à grande échelle dans notre société et à plus petite échelle dans nos institutions. Et il y en a en ce sens de nombreuses initiatives d'intervenants, de bénévoles ou de proches aidants. Nous pouvons offrir à des personnes autour de nous qui manifesteraient un sentiment de vie accomplie ou de fatigue de vivre, une présence et un accompagnement en humanité. Avec délicatesse et humilité, nous pourrons peut-être leur permettre de retrouver un certain goût de vivre ou à tout le moins apaiser quelque peu cette urgence de vouloir mourir comme seule voie d'issue à leur mal-être. Une vie ne peut vraiment s'accomplir que dans une communion d'humanité et par une hospitalité vécue dans un temps partagé et habité ensemble. Une vie, certes fragilisée et parfois usée, mais qui demeure toujours ouverte à un accomplissement encore possible. Je vous remercie.